Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Le Magicien, je suis ravie de t'accueillir. Donc, Laetitia Barbier, peut-être plus connue sous le nom Laetitia Cartomancie sur les réseaux, en tout cas sur Instagram. C'est comme ça que tu te présentes. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabienne, je suis ravie d'être invitée sur le podcast et de pouvoir discuter un petit peu, ça me fait plaisir. Eh ben, moi également, on a fait connaissance juste un petit peu avant d'ouvrir le micro. Je te connaissais pas vraiment. Tu es l'amie d'Isabelle Nadolny et de Emmanuelle Iger, et donc c'est par elle que je te connais. Et elles m'ont beaucoup parlé de toi. Et puis, tu as sorti l'année dernière, non pas l'année dernière, si, juste en fin d'année, le jeu Tarot Journaling. Et moi, c'est une pratique qui me parle énormément. Et bien sûr, j'ai acheté ton jeu et j'ai eu envie de t'inviter pour parler justement de cette pratique, de cette technique. Mais avant, est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais te présenter un petit peu, Laetitia, qui tu es dans le monde du tarot, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, je m'appelle Laetitia Barbier, je suis française, j'habite à New York depuis, ça va faire 13 ans que j'ai déménagé à New York. Je suis tarologue professionnelle, donc je lis les cartes, j'enseigne le tarot en anglais, évidemment parce que la plupart de mon public est anglophone. Je lis les cartes, j'enseigne, et puis je fais de la recherche. Je viens mon background. Désolée, je vais faire un peu le Jean-Claude Van Damme. Hein. Ouais. Je ne vais pas parler français. Donc je m'excuse pour les auditeurs et auditrices de mon français pénible. Mais effectivement, oui, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de l'histoire de l'art pour mes études il y a bien longtemps, et en fait, l'un de mes sujets de prédilection depuis plusieurs années, effectivement, c'est le tarot et la cartomancie française et la divination par les images. Et donc, j'ai écrit ce livre qui existe en français, qui s'appelle Tarot et cartes divinatoires, histoires illustrées, qui est sorti en 2021, qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer Isabelle et Manu. C'est grâce à ce livre que j'ai pu les rencontrer, et on est devenues très copines. Et puis voilà. Et donc du coup, maintenant, donc j'habite aux États-Unis, j'enseigne. J'ai une souscription Patreon qui me permet de continuer à faire de la recherche, de publier des articles, du contenu de tarot, des tirages, plein de choses. Et puis, parallèlement à ça, je travaille également avec Dussert et Grimaud. Grimaud qui s'est relancé cette année en marque de luxe. Mm-hmm. Et donc, je travaille avec eux sur le tarot de Marseille de Paul Marteau, et l'oracle Béline qu'ils ont ressorti cette année. Et puis voilà, je travaille avec Dussert de temps en temps, et notamment sur ce tarot journaling qui a été un peu un projet que j'avais depuis longtemps, et grâce à ma collègue Hélène, que j'aime beaucoup, qui est un peu Christophe Colomb du tarot de la cartomancie, hein, qui a permis à Dussert de faire plein de jeux super intéressants ces dernières années, notamment avec Iéna, que tu connais certainement, qui fait la collection Soul Shadow avec eux. On a tenté cette aventure du tarot journaling qui on sait pas trop. C'est un peu différent de l'offre en général, et j'ai l'impression que ça intéresse pas mal les gens, et donc je suis ravie.
Voilà. Eh ben, en tout cas, merci à toi d'avoir mis un petit peu cette pratique sur le devant de la scène. Bon, moi, je suis ravie parce qu'en fait, comme je te le disais, il y a quelques années, j'avais un compte Telegram que j'ai abandonné depuis, mais je savais pas quoi y mettre. Et en fait, j'ai commencé à tirer une carte par jour et justement à me rendre compte que cet arcane, tous les jours, me posait une question et ça se finissait toujours par la question est de point. Et j'ai noté toutes ces questions qui venaient. Et aujourd'hui, sur le magicien, on peut retrouver mes épisodes sur les arcanes majeures. Pareil, pour amener les arcanes majeures sur le podcast, je savais pas j'avais pas envie de reprendre, tu sais, le magicien blabla, voilà, le chemin initiatique des arcanes majeures. Là, j'en avais un peu, enfin, j'avais pas envie de reprendre ça sur le podcast. Et je me suis dit comment je pourrais amener ma vision en fait de ces cartes. Et j'ai pensé à faire ces épisodes, donc les 10 questions de chaque arcane. Et donc j'ai commencé l'an dernier. Et donc bien sûr, quand j'ai vu ton jeu, j'ai dit waouh, trop bien. Je l'ai acheté de suite parce que je me suis dit, ben, super, les épisodes, maintenant, je vais aller prendre la carte de Laetitia. Et les questions, elles seront toutes faites. Non. Alors, c'est très bien. Mais en même temps, il y a, comment dire, c'est un jeu qui est stimulant parce qu'effectivement, moi, c'est un peu comment on appelle ça, des anti-sèches, hein, ces cartes. Ouais. L'idée, c'est aussi d'apprendre comment dire, aux personnes qui vont acheter ce jeu, hein, à développer leur pratique de tarot journaling. En inventant leurs propres questions. Et puis comment, j'ai fait des petites notes, l'idée avec ce jeu qui était rigolote aussi, hein, alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, c'est qu'en fait, un jeu de cartes c'est une technologie, alors si on regarde un peu l'histoire des jeux de cartes en France, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de jeux de cartes éducatifs, hein, donc des jeux de cartes qu'on pouvait jouer, mais qui avaient des cartes, par exemple pour apprendre l'astronomie ou l'héraldique, les signes héraldiques ou la géographie ou et donc la Bibliothèque nationale a beaucoup de ces jeux. Et en fait, il y a vraiment cette idée, hein, que en manipulant des cartes, qui sont des objets un peu, voilà, le hasard fait bien les choses. Mais en fait, ça nous permet de mémoriser, d'être au contact de certaines informations et puis aussi de mémoriser des images, des informations. Un peu comme un livre, mais sans, comment on appelle ça déjà ? Un livre dont je ne trouve pas le mot en anglais, en français. Dis-le en anglais pour voir peut-être. Un livre non relié, voilà, un livre non relié. Donc en fait, où toutes les pages seraient volantes. Ouais. Et en fait, comment dire, cette idée du jeu de tarot journaling, c'est un peu comme un livre dont les pages sont toutes détachées, qui permet aux gens, hein, de mélanger les pages et puis de faire jouer le hasard. Pour pouvoir faire leur tirage. Donc techniquement, le jeu est pas... bon, il s'inspire du Rider-Waite Smith, mais et donc il est pas nécessairement très visuel parce qu'il y a beaucoup de texte sur chaque carte. Ouais. Il se découvre, il s'explore un peu comme un livre. Quand je me suis dit plutôt, je vais prendre ces cartes et mes épisodes ils sont faits, pas du tout en fait, tu vois. Il y a des millions de questions pour chaque arcane et on peut s'inspirer de ton travail justement pour s'habituer à voir quelles sont les questions au jour le jour que ces arcanes nous posent, parce que un jour elles vont être sur ce thème-là et le lendemain sur un autre thème ou sur une autre question parce qu'on aura évolué nous aussi dans notre vie et dans les problématiques ou dans les histoires, les rêves qu'on rencontre au jour le jour, quoi. Donc c'est mouvant, aussi mouvant que le tarot finalement. Oui, non, mais surtout, je pense comment dire, que toi et moi, Fabienne, nous avons le même problème. C'est-à-dire que moi, du tarot, personnellement, hein, depuis, je vais avoir 40 ans au mois d'avril. Donc, j'ai commencé, j'avais 11 ans, j'étais pas très bonne du tout, hein, puis j'ai commencé avec le Marseille, donc j'y comprenais pas grand-chose à 11 ans. J'ai découvert le Rider-Waite Smith autour de l'âge de 20 ans parce que ma coloc était anglaise. Et donc ça va faire 20 ans que j'ai une pratique très personnelle, hein, vraiment, avant de tirer aux amis et puis des clients.
Ça fait 20 ans que je me fais des petits tirages comme ça pour moi, pour me guider dans ma vie de tous les jours. Et puis aussi, ce jeu de cartes participe beaucoup à ma vie spirituelle à plein de niveaux. Mais il y a un moment où, en fait, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire de la divination tous les jours. Et donc, il a fallu que je me pose des questions, hein. J'ai recommencé à faire beaucoup de tarot, je pense, autour de 2016-2017, à une période de ma vie où j'avais besoin vraiment d'un accompagnement iconographique. Et puis ce truc de la carte du matin, hein, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que je vais recevoir comme message? En fait, j'ai l'impression de manger un peu la même chose tous les jours. J'avais pas l'impression que c'était très efficace. Ouais. Et donc cette pratique du tarot journaling, que j'ai pas inventée, hein, qui existait déjà avant que j'en fasse un jeu, elle est vraiment venue pour pouvoir trouver un moyen de jouer avec les cartes d'une façon différente, de façon un peu plus nutritive, j'ai envie de dire, sans avoir à demander aux cartes d'être un oracle tous les jours. Hein. Parce qu'en fait, moi, j'avais plus ou moins je savais plus ou moins où j'avais envie d'aller. J'avais besoin de conseils, j'avais besoin de débroussaillage plutôt que de divination, de savoir ce que la chance me prépare. Voilà. C'est donc hyper intéressant. Cette pratique, elle est née d'un. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin parce que parfois la divination, c'est aussi, moi je me fais tirer les cartes 2-3 fois par an par une tarologue. En général, c'est un peu, j'ai l'impression d'aller au service militaire un peu. Hein. Je laisse les cartes me botter les fesses 2 ou 3 fois par an. Donc il y a quand même un tirage, il y a un peu de gravitas. Hein. Il y a 2-3 tirages par an où je me permets de prendre les cartes vraiment très au sérieux, où ça bouge les choses. Mais quand on les utilise tous les jours, est-ce qu'elles ont vraiment encore le pouvoir de nous, nous faire le coup du seau d'eau froide? Non, donc il faut essayer de réinventer sa pratique. Et donc voilà, quand les cartes nous posent des questions, que c'est à nous de trouver les réponses, c'est quand même, ça nous permet de nous lancer sur des pistes introspectives un peu plus complexes. Ouais, et ce que tu disais à un moment donné là, c'était très intéressant. Effectivement, à un moment donné, j'en ai eu marre. Tu dis, j'en ai pas eu marre, mais tous les jours, quand on pratique, si on veut pratiquer la carte du jour, à un moment donné, oui, effectivement, on se transforme pas tous les jours. On n'a pas besoin de grands. Des fois, on a juste besoin d'un peu de repos et pas forcément de toujours en plus travailler sur soi et d'aller chercher des choses. Là, le questionnement, il peut être. Oui, derrière une question, on peut juste laisser la question même en suspens, tu vois, et laisser justement peut-être son inconscient faire le chemin pour y répondre, sans forcément journaler derrière, mais on peut effectivement s'appuyer sur ces questions aussi pour se laisser aller à de l'écriture intuitive. Moi, j'adore ça. Tu vois, commencer une phrase et donc la question, on commence à répondre à la question qu'on peut trouver dans ton jeu ou celle que le tarot nous pose. Et puis, on continue d'écrire. Et puis là, on a des choses qui sortent et qui peut-être nous permettent d'avancer. En tout cas, de comprendre des choses sur nous-mêmes. Sur la vie et puis d'y réfléchir et puis voilà, pas forcément, tu vois, se dire je suis obligé de comprendre qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis c'est une pratique pour moi très importante parce qu'elle nous redonne le pouvoir, en fait, elle nous redonne le pouvoir sur nos vies, sur nos décisions et elle nous amène pas juste à savoir, tu vois, juste à se laisser passivement influencer par les cartes. Oui, et alors ça c'est intéressant cette histoire de pouvoir, parce que moi je le vois, je suis tarologue, hein, donc je lis les cartes tout le temps et en fait j'ai cette espèce de et puis c'est intéressant aussi de parler. Comme j'enseigne, je parle à des gens qui sont ceinture noire des Golden Dawn. Pas quotidiennement, mais bon, voilà, je parle à des gens qui ont un parcours ésotérique ancien. Puis je parle aussi des gens qui ont découvert le tarot ou la divination il y a 3 minutes. Et moi, j'aime bien brasser large.
Mais j'entends ça régulièrement. J'ai souvent des élèves qui me disent, ah, non, mais moi, je préfère les jeux d'oracle parce que le tarot, c'est quand même intimidant. Et en fait, donc moi, je lis le Rider-Waite-Smith depuis, ça fait 20 ans. Je trouve que c'est comment dire, c'est triste, c'est triste, Fabienne, d'entendre en fait que ces jeux de cartes, parce ils viennent, voilà, le Rider-Waite-Smith, il est sorti en 1909. 1909, donc ça fait un bon siècle. Marseille, les gens prennent avec des pincettes parce que oulala, on touche à la sacro-sainte tradition du Marseille, et donc c'est encore plus intimidant parce que oui. Et en fait, je trouve ça, voilà, moi, cette histoire du tarot comme trop complexe pour pouvoir participer à notre vie quotidienne. Je trouve ça pas juste. Et c'est aussi, je pense que ça fait partie c'est peut-être qu'en fait, cette idée d'utiliser un tarot pour la divination, et ben là, d'un coup, on a l'impression de rentrer, effectivement, on va pas jouer au foot dans la cathédrale. Mais peut-être que en faisant autre chose avec ces cartes, en évitant de leur poser les questions, en mettant, comment dire, nos cliffhangers, nos moments de suspens entre leurs mains. Ouais. C'est voilà, on a l'impression que peut-être que les cartes vont pas nécessairement. Voilà, si on voit une carte qu'on comprend pas, elle va nous faire peur, alors que le tarot journalier, en fait, c'est beaucoup plus simple. Ça nous permet d'approcher les cartes de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus personnelle également. Le Rider-Waite-Smith, c'est un tarot qui a été illustré par cette artiste géniale, hein, Pamela Coleman Smith, qui était une illustratrice, une artiste complètement. Puis elle faisait tout. Hein, elle était auto-entrepreneuse. Elle faisait ses propres magazines. Elle était suffragette. Enfin, genre, elle a tout fait. Costumière. Et vas-y que je suis copine avec Bram Stoker qui a écrit Dracula et tout. Elle a tout fait. Elle était vraiment une vie géniale. Mais donc une illustratrice qui était très inspirée par le Yukido-e, qui est un type d'illustration japonaise, hein, qui a vraiment ce truc génial de pouvoir créer des scènes qui sont très, très évocatrices, Ouais. Mais avec très peu de détails. Hein, voilà. Ouais. Donc en fait, ces cartes-là, ce jeu du Rider-Waite-Smith, il est beaucoup plus, il est peut-être un peu plus facile à aborder parce que les personnages sont dans des formes d'action, parce ils sont dans ces espèces de petites scénettes. Quelque chose, bon, elle s'inspire un peu de l'iconographie médiévale. Il y a un côté très, comment dire, je sais pas comment, je vais dire en anglais, medieval revival, le renouveau, le renouveau médiéval. Et donc ces espèces de petites scénettes très, très très évocative et du coup c'est beaucoup plus simple en fait de les approcher ces cartes-là, de les connaître et puis en les découvrant en fait de cette façon-là quotidiennement, et ben on se familiarise avec le jeu et quand on lui demande au jeu une question un peu plus sérieuse, en fait ces cartes-là elles nous parlent beaucoup plus simplement. Voilà, c'est aussi une façon d'apprendre à se familiariser avec les cartes, avec les personnages, avec l'iconographie, de regarder ces cartes-là de façon différente aussi. Moi, je découvre encore des choses. Hein, Est-ce que tu penses que cette méthode-là, justement, elle permet, puisque toi tu enseignes aussi, peut-être que tu peux le ressentir. Est-ce que tu penses que d'avoir cette approche-là aussi, de pouvoir permettre aux gens d'avoir cette approche-là, ça fait en sorte qu'ils aient moins peur de ce jeu, petit à petit, s'ils comprennent? Oui, parce qu'en fait, comment dire, c'est beaucoup moins cérémonial en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus à la bonne franquette entre guillemets. Entre guillemets. Voilà, le journaling, moi j'en fais tous les jours. J'ai mon petit carnet, j'ai mes stylos, je fais ça au lit, je bois mon café, je suis en pyjama.
J'ai pas besoin de créer de rituels. J'allume pas d'encens, de bougies. Il n'y a pas de pageanterie. C'est vraiment un moment d'intimité totale, un moment. Moi, j'habite seule, donc c'est aussi plus simple. Hein, mais je le dis à mes élèves quand j'enseigne le tarot journaling. Le journaling, c'est une pratique qu'on fait pour soi. Donc, quand on a des familles, quand on a des partenaires, quand on a des enfants, eh ben, on apprend à ses coéquipiers domestiques que entre 7h30 et 8h du matin, eh ben, on s'enferme dans une pièce ou dans la cuisine et que personne nous dérange parce qu'on fait ce travail-là et ça nous permet de réinventer aussi une forme d'intimité. Donc, le tarot, je trouve, hein, que ce soit une pratique c'est une pratique qui est aussi souvent entre sacré et profane. Là, je pense qu'on est plutôt dans une pratique profane du tarot, toujours une pratique ritualisée, hein, mais là, on parle vraiment de rituel d'écriture. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup moins. On n'est pas dans la magie cérémonielle avec les capes, les pentagrammes, les encensoirs, les dictions, les invocations et tout. C'est de la magie populaire presque. Et je trouve que ça, après, j'aimerais bien écouter. Entendre ton avis là-dessus. Moi, j'ai toujours eu une pratique magique parce que j'appelle ça de la sorcellerie ou de la magie. Mais beaucoup, quand j'étais enfant, ado, l'écriture avait vraiment une importance. Mes sorts, ils étaient écrits. Je me souviens de sortilèges d'amour qu'on faisait, que je faisais surtout pour mes copines. Mes copines, quand j'étais Victoria, si tu m'entends, tu te souviendras. Quand j'étais ado, et en fait, c'était toujours des rituels d'écriture avec des choses écrites. Et en fait, je crois aussi que se consacrer à l'écriture quotidienne, à la main, c'est un peu comme le golem dans la tradition juive, un caractère hébraïque qu'on met dans la bouche du golem, c'est ça qui l'anime. Voilà, il y a ce truc de l'écriture sacrée, c'est-à-dire que écrire, c'est quelque chose que l'on souhaite, ou écrire, verbaliser ses émotions à l'écrit. En fait, il y a vraiment, ces mots-là, ils sont chargés. Donc il y a aussi, je trouve, une pratique qui est pas, même si c'est, je fais ça en pyjama, il y a aussi ce truc, c'est pas inoffensif. Je pense que l'écriture quotidienne a vraiment un pouvoir. Et si on ne sait pas lire les cartes, on peut faire ça. Ça, il n'y a pas besoin de diplôme ésotérique. Il n'y a pas besoin de devenir ceinture noire de la Golden Dawn ou de payer des formations à 300 balles de chez Intel ou Machine pour pouvoir se poser la bonne question et puis s'écouter. C'est surtout ça. Et alors mon avis là-dessus, c'est que moi, en fait, j'ai marqué le pouvoir des mots. C'est vrai que les mots ont vraiment un pouvoir, et je pense que donc il faut faire très attention d'ailleurs quand on tire les cartes aux mots qu'on emploie et comment on emploie les mots, parce qu'ils peuvent être effectivement ça peut être à double tranchant. Mais pour soi, cette pratique, moi, d'écrire et du journaling avec les cartes ou sans les cartes d'ailleurs, ce pouvoir d'écrire, c'est pour moi un chemin comme tu disais, de libération émotionnelle. C'est-à-dire tu le décharges, effectivement, tu mets à jour des émotions que peut-être tu ne pourrais pas, auxquelles tu ne pourrais pas prêter attention. Et en fait, d'y mettre des mots dessus, d'écrire petit à petit, tu vois, le fond émotionnel que tu es en train de vivre et arrive, si tu veux, à la surface par l'intermédiaire des mots. Ta pensée est bien sûr et par les mots, et tu les poses quelque part, et donc c'est comme si ça devenait réalité, et ça reste pas à un endroit qu'on n'écoute pas en fait. Et moi, tu vois, je vais animer une masterclass, et j'ai vraiment tous les mois j'en anime une. Et au mois de mai, j'ai eu envie vraiment d'aller sur le journaling, justement, de proposer cette pratique-là et de parler justement de libération émotionnelle avec la pratique du journaling. Pour moi, c'est vraiment ce qu'elle m'a procuré, en tout cas.
Ah, mais moi, je le fais, comment dire, je fais, personne ne le voit, hein, mais voilà mon petit, je fais des autocollants. Oui. J'ai mis, voilà, tous les jours, j'écris. Je trouve, en fait, moi, ça fait, je pense que c'est vraiment, comment dire, pour moi, le travail avec les cartes, voilà, il est sacré. C'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, je me lis les cartes, mais est-ce que je me lis les cartes? Je me lis les cartes parfois. En général, quand j'ai besoin d'une lecture, je demande à une amie de me faire un tirage. Je fais 3 tirages par an en général, autour du Nouvel An, autour de mon anniversaire, et puis un tirage extra en cas de crise, en cas Cas de besoin urgent. briser la glace au cas où, voilà. Mais en même temps, j'ai quand même envie de jouer avec les cartes. C'est-à-dire qu'en fait, ma passion, j'ai vraiment une passion pour le tarot, pour les cartes. Il y a tellement de jeux intéressants qui sortent. Alors moi, je suis pas collectionneuse de jeux du tout, hein, mais encore avec ce truc un peu de pulsion scopique. Moi, j'aime bien, comment dirais-je, j'ai emporté en Thaïlande, je suis en Thaïlande, là, donc j'ai emporté avec moi, j'ai mon Rider-Waite, j'ai l'horoscope Béline. C'est un jeu, pareil, hein, que Béline a fait. Il est sorti, on dirait, je pense que les illustrations doivent être des années 70, un truc comme ça. Elles sont super, il y a un côté un peu pop et tout. Et comment dire, le matin, je fais mon journaling avec mon horoscope Béline. Mon horoscope Béline. Et c'est une pratique. Je crois que c'est un des moments, voilà, les plus importants de ma journée, quoi. C'est-à-dire que si je devais, comment dire, il faut manger. J'essaye de faire un peu d'activité physique, donc je marche pas mal, hein, et puis quand j'ai l'opportunité, je fais un peu de sport. Hein. Mais pour moi, le tarot journaliste, c'est l'équivalent de l'hygiène, en fait. C'est l'hygiène. J'ai eu comment dire, je me suis retrouvée dans des tas de situations. Je suis quelqu'un d'hypersensible et très émotionnel, donc je me suis retrouvée dans des situations de trop plein d'émotions où en fait ça aurait pu vriller, mais en fait ma pratique de journaling m'a permis de décompresser à des moments, voilà, et je le fais quotidiennement parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait partie d'une hygiène de vie très simple. Il faut pas grand-chose, hein, 10 minutes. Des fois, je le fais dans le métro. Des fois, je le fais un peu comme ça à l'arrache quand j'ai 3 minutes. Il m'est arrivé de faire mon journaling, alors un peu à l'arrache, hein, mais je le fais. Il m'est arrivé de le faire en tirant les cartes sur le téléphone. Oui. Sur un générateur de tarot où j'ai pas mangé, j'ai pas de truc. Hop, je vais trouver une carte sur Internet. Puis je le tape dans mes messages et puis je trouverai un moyen soit de l'imprimer plus tard ou de le mettre dans le truc. Mais effectivement, ouais, je trouve que ça permet. En fait, voilà, c'est intéressant de voir un peu le paysage du tarot en France et puis aussi aux États-Unis, hein, dans le monde anglo-saxon. Il y a cette espèce de division. En ce moment, hein, il y a le tarot, c'est le tarot ésotérique versus Mortal Kombat. Tarot ésotérique versus tarot psychologique. Et en fait, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, tarot psychologique, je pense qu'on peut pas. Moi, évidemment, hein, on parlait de langage tout à l'heure. Hein, Lacan m'intéresse beaucoup. Je lis des livres de psychanalyse. Comment dire. J'ai eu des cours d'initiation à la psychanalyse quand j'étais à l'université. C'est toujours un sujet qui m'intéresse beaucoup. Freud, Jung, Lacan beaucoup. Mais en même temps, je suis pas psychologue, hein, et je fais comment dire bien mention de ce sujet-là, notamment dans ma pratique professionnelle, parce que je ne suis que tarologue. Hein. Mais je pense qu'effectivement cette idée de tarot introspectif, en fait, elle permet de se poser les bonnes questions, de faire de la recherche, de pouvoir filtrer ce dont on a besoin ou pas. Et puis, c'est une pratique qui est beaucoup plus participative également. C'est-à-dire que on est facilement passif quand on se lit les cartes. On l'a tous fait. Hein,
je sais pas lire les cartes, alors je vais tirer 3 cartes et puis je vais regarder dans le livre, puis je vais noter et puis voilà, on essaie un peu de répondre à la question. On ne sait pas trop comment. Et donc du coup, on reste un peu sur sa faim. Le tarot introspectif, hein, on est beaucoup plus engagé parce qu'en fait, pardon, tu penses que du coup, ce tarot où on s'engage plus, est-ce qu'il permet de concrétiser justement un tirage, tu vois, de dire on va chercher sinon on va chercher dans le livre effectivement ce que ça veut dire. En tout cas, quand on débute et qu'on sait pas trop, on prend jamais confiance. Du coup, les personnes ne prennent jamais confiance en leur propre interprétation et la manière dont elles vivent le tarot. Et là, en fait, effectivement, le fait de se poser des questions peut permettre de venir dans des choses plus concrètes, tu vois, dans sa vie quotidienne. Ah oui, et puis surtout, c'est aussi partir avec cette idée qu'en fait, ces réponses-là, on les a déjà. En fait, le tarot est un support qui nous sert comment dire, c'est un peu il y a un super mot en anglais, scrying. Il y a une surface de réflexion, comme les miroirs de système Maya ou Aztèque, je crois. Donc, il y a vraiment cette idée qu'en fait, le tarot nous permet de nous voir ou de voir quelque chose de voir quelque chose d'un peu différent. Je pensais aussi à ce truc-là tout à l'heure, mais on parlait de l'autorité du tarot et puis de ce côté un peu intimidation. Mais moi, j'ai une scène de film clé qui définit toute ma pratique parce que je suis une enfant des années 90. C'est la scène de l'oracle dans Matrix. Donc, tu vas peut-être te souvenir, on est là et tout, on regarde le film pour la première fois. Moi, je suis allée le voir au cinéma. Puis Morpheus est là, Néo, allez. C'est toi, en gros, le sauveur, le Néo qui débarque, qui comprend pas trop d'où il sort, c'est quoi la matrice et tout ça. Et puis, comment dire, Morpheus qui lui dit, attends, on va aller voir l'oracle. Et là, on s'attend à voir un peu, comment dire, Gandalf le gris, Merlin, comme une espèce de. Puis on rentre dans une espèce de HLM et puis on va voir l'oracle. En fait, l'oracle, cette actrice géniale qui est en train de faire des cookies dans sa cuisine en fumant une clope. Et en fait, c'est une femme très simple. C'est une femme très simple. Et qu'est-ce qu'elle fait en fait, elle pose des questions. Elle pose des questions à Néo. Et puis elle lui dit, voilà, ce que comment dire, pour être, comment dire, être the one, être l'élu, c'est comme être amoureux. On le sait quand on l'est. Et elle lui donne pas de réponse. Mais en gros, elle l'invite à ressentir. À ressentir. Et puis en fait, elle lui joue un tour. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il entend, c'est pas toi, l'élu. Mais en fait, elle lui dit pas ça. Et en fait, je pense que le tarot, très souvent, nous intimide à croire qu'en fait, il nous dit la vérité. Alors qu'en fait, parfois, le tarot, c'est vraiment un art de trickster. Et en fait, le tarot nous dit ce qu'on a besoin d'entendre. Et en fait, parfois, le tarot préfère nous dire non pour pouvoir nous stimuler à créer le oui dont on a besoin. Mais ce oui, il est déjà là. Déjà, il suffit de se poser la bonne question. Oui, tout à fait. Et on peut aller plus loin d'ailleurs, au-delà du journaling, avec cette pratique de se poser des questions, même en consultation, en retournant justement plutôt des questions en lien avec l'arcane qui est sorti à son consultant, tu vois, plutôt que de chercher la bonne interprétation, tu vois, de chercher justement à être le meilleur tarologue ou la meilleure, tu vois, qui a trouvé la solution, et juste de travailler en questionnement plutôt que, comme tu disais très, très justement dans cet exemple du film, c'est pas forcément de renvoyer à son consultant alors qu'est-ce que tu vois en tarot projectif, qu'est-ce que tu vois toi dans la carte, c'est vraiment faire une interprétation mais renvoyer plutôt sous la forme de questions. En fait, c'est une interprétation qui revient sous la forme de questions. Je trouve que c'est hyper ouvert du coup. Ça de suite, tu vois, ça peut surprendre au départ les consultants, mais à un moment donné, tu vois, c'est vraiment les impliquer totalement aussi dans leur cheminement, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est encore cette histoire de, voilà, le tarot, c'est
c'est un art, qu'on le fasse tout seul ou qu'on aille voir un tarologue ou une tarologue. Hein. C'est un art collaboratif. Ce que tu viens de dire me rappelle aussi hein, que c'est quelque chose que je fais quand je me tire les cartes. Pareil, hein, c'est la même chose que c'est un conseil, un tips. Un tips, on veut des tips de Laetitia. Un tips pour les auditeurs. Comme tout le monde, je suis sur Instagram ou sur Pinterest. Et donc, en fait, je vois plein de gens font des super spreads, des super tirages. Voilà, un tirage, le tirage d'Halloween, le tirage de machin. Avec et donc, voilà. Et en fait, ces tirages-là ont 4 cartes, donc 4 questions. En fait, moi j'ai pris l'habitude, alors je les fais pas souvent, mais pareil avec cette optique du journaling, en fait d'utiliser les tirages que créent les autres pour pouvoir en fait les faire en journaling. Voilà. Donc je sais pas, j'ai pas de j'ai pas d'exemple foudroyant parce que je ne suis pas organisée malheureusement, mais j'ai remarqué que en répondant à ces questions d'abord. Et puis en faisant le tirage ensuite, j'évitais de comment dire. En fait, je réponds aux questions. Voilà, je réponds aux questions et du coup, j'ai plus de biais. Une fois que je lis les cartes, je sais très bien ce que j'ai envie de voir. Je sais très bien de la façon dont j'ai envie consciemment de répondre. Et donc du coup, ça permet en fait de libérer beaucoup de place en fait pour le message des cartes. Et une fois qu'on sait ce qu'on a envie de répondre à ces questions, et ben, en fait, les cartes nous parlent de façon beaucoup plus franche. Il y a beaucoup moins ce truc. Alors, je sais pas comment, je sais plus le dire en français malheureusement. Mais en anglais, je le dis. You free yourself from the bias. Tu te libères des biais. T'as plus ces espèces d'inconvéniences de voir ce que tu as envie de voir. Hein, voilà. C'est intéressant, moi je n'avais jamais pensé. Alors moi j'adore créer des tirages, vraiment j'adore ça. Donc je partage beaucoup nouvelle lune, pleine lune, les moments clés quand j'ai envie, voilà, épiphanie, tout ça. Bon bref, j'adore ça. Et alors c'est pas forcément des questions moi que je pose que je propose. Mais j'ai jamais testé le fait, si je l'ai fait pour moi justement, de d'abord répondre et après de tirer les cartes et ben j'essaierai. Je pense que ça change. Ouais, j'avais en tête là, un tirage que j'utilise parfois, je sais plus d'où ça vient d'ailleurs, mais je crois que l'une des questions c'est où en es-tu vis-à-vis de ton où en es-tu mentalement vis-à-vis de ton goal, et où en es-tu physiquement vis-à-vis de ton but. Et en fait, les deux questions sont intéressantes parce qu'elles donnent elles sont très nuancées. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, en répondant à ces questions-là d'abord, en fait, il y avait vraiment ce truc de comment on a dit, un assessment. Est-ce que ça se dit en français, ça? Assessment. Alors là, je suis pas assez bonne en anglais pour savoir comment on le dit en français. Une sorte de point de départ. Je n'avais pas trouvé le mot. Ouais, le point de départ, ou en tout cas, comment dire, ça donne un bilan, voilà, une espèce de bilan de où l'on suit en fait, où j'en suis consciemment. Et une fois que je sais plus ou moins où j'en suis, parce que je l'ai dit, je pense, quand je lis la carte, en fait, c'est beaucoup plus simple de pouvoir se projeter dans le message de la carte. Donc c'est un truc à essayer. Oui, j'essaierai. Ben, merci. De rien. Oui. Pour revenir à ton jeu, peut-être, et pour donner un petit peu plus d'explications, donc on peut le trouver, hein, il est en vente dans toutes les bonnes librairies, hein, Tarot Journaling chez Dussert. Tu as donné aussi des cartes de méthode. Est-ce que il y en a une, tu vois, dans les cartes après, il y a, oui, c'est comme des anti-sèches, donc du coup il y a un petit peu il y a aussi les définitions, enfin les mots clés, certains mots clés du tarot. Donc c'est les personnes qui sont complètement novices, débutants, peuvent justement utiliser ce jeu et peut-être appréhender le tarot justement ça serait super hein, d'appréhender le tarot par ce biais-là, je trouve justement, et aussi donc certaines méthodes de journaling avec.
Est-ce qu'il y en a, voilà, est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce jeu en fait? Alors, je peux vous dire, je vais faire la marchande. C'est un jeu super. Vas-y. Moment. En fait, déjà, je vais remercier encore Lucer de m'avoir laissé faire ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui permet vraiment d'apprendre un peu à connaître le tarot, le Rider-Waite-Smith, si on n'a jamais vu ce jeu-là. Et si vous n'êtes pas encore assez... vous n'avez pas encore assez confiance en vous pour vous faire des tirages, c'est pas mal de commencer parce que ça vous permet en fait de voir toutes les cartes, de travailler avec toutes les cartes. Un jeu de cartes, un jeu de tarot, c'est 78 cartes. Si vous faites une pile dans votre chambre et vous prenez une carte différente tous les jours et vous posez une question par jour, vous avez fait le tour en quasiment 3 mois, quoi. Donc c'est plutôt rigolo. C'est aussi quelque chose qui est intéressant à faire entre amis. Et c'est quelque chose moi qui me tient beaucoup à cœur. Il faut se souvenir que le tarot c'est un jeu. C'est un jeu, ça a été inventé d'abord en Italie comme un jeu et qu'en fait c'est une pratique qu'on perçoit souvent comme introspective et donc solitaire. Et beaucoup de nous le font, on le fait beaucoup comme ça. Mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire avec vos amis. Vous pouvez le faire en couple. Vous pouvez vous poser les questions en fin de repas avec vos amis. Ça peut être aussi un rituel que vous faites ensemble sur Zoom avec des copains, copines avec qui vous n'êtes pas géographiquement liés. Ouais. Et puis, beaucoup voilà, ça peut être une session du journaling, ça peut être aussi quelque chose de convivial qu'on fait ensemble. Moi, je vois là, on parlait d'Instagram tout à l'heure. Moi, je donne tous les jours un petit prompt, une petite question de tarot journaling. J'ai des amis qui le font en fait. Comment dire, j'ai une copine qui l'envoie à sa sœur quasiment tous les jours, comme ça leur permet en fait de répondre un peu aux questions et puis d'être en contact. Donc il y a ce truc aussi où d'un coup on est dans un autre niveau de communication. Voilà, on est plus dans un type de communication d'honnêteté émotionnelle. Et donc, ça change un peu des conversations superficielles de comment ça va, toi ça va. Voilà, ouais. Ça permet aussi d'être dans une espèce d'intimité, dans le dialogue aussi. Donc, d'ailleurs, il y a deux parties dans tes cartes. Il y a une partie plutôt solaire et une partie que tu as appelée la part d'ombre. Donc, il y a aussi c'est quoi cette partie part d'ombre, du coup, des questions? Exactement. Ouais, donc, chaque carte a 6 questions qui sont liées au comment dire, à la symbolique de la carte. Et donc, on a essayé de trouver des titres un peu rigolos. Alors, parfois, ils sont un peu kitsch. Je suis quelqu'un de sérieux, mais aussi quelqu'un d'un peu avec des références toutes pourries. Donc, il y a de la philosophie, de l'alchimie, puis il y a aussi, je pense, comment des films des années 60 et des choses un peu étranges. Histoire de, comment dire, voilà. Donc, 4 questions qui sont liées à des aspects, on va dire, un peu plus traditionnels de la carte, et puis 2 questions qui sont liées un peu, alors je veux pas, comment dire, c'est vraiment ce truc un peu lié à la psychologie jungienne, la part d'ombre, des questions qui sont un peu plus grinçantes, un peu plus dérangeantes, qui sont quand on a un peu plus le désir de faire un travail un peu plus, voilà, un peu plus engagé, peut-être un peu rencontrer des parties de soi qui sont un peu plus dissonantes, voilà. Ça, je le recommande à des gens qui ont un peu plus de stabilité dans leur pratique, qui ont envie aussi d'affronter, comment dire, de se rencontrer de façon un peu plus brute, directe, on va dire. Moi, c'est un travail. Je me rends compte aussi, en France, en étant aux États-Unis, je me rends compte qu'en fait, en France, on est très cash. On est très cash, on n'est pas dans la dentelle tout le temps, et qu'en fait, ces questions-là, comment dire, culturellement en France, en fait, on est un peu dans ce côté, un peu brut de décoffrage, donc elles vont peut-être pas vous choquer. Mais voilà, après, voilà, c'est vraiment ce travail-là, c'est une invitation à s'écouter, donc faut le faire aussi selon à son propre rythme. Faut pas se lancer directement dans le grand bain sans brassard non plus. Et donc voilà, donc ça, ces questions, ces cartes-là, elles sont vraiment pour une prise en main directe. Comme ça, vous n'y connaissez rien, vous pouvez pratiquer directement.
Et puis une fois que vous avez fait un peu le tour, eh bien vous pouvez créer vos propres questions. Alors je sais plus trop ce que j'ai écrit, hein. J'ai pas eu le jeu en main depuis plusieurs mois, et même si je l'utilise pour moi, j'utilise les cartes avec les questions pour pouvoir le faire parce que j'ai pas utilisé les questions depuis longtemps. Mais il me semble que je parle un peu de la symbolique des cartes et puis de la façon dont comment la pratique du journaling nous permet aussi de zoomer un peu sur l'iconographie. Est-ce qu'il y a des éléments dans la carte, des éléments iconographiques, une fleur, un animal, une couleur, qui nous permet de nous poser une question? Moi, j'aime bien travailler justement avec le langage, avec les idiomes, les expressions, les idiomes, comme on dit en anglais. Hein. Oui, par exemple, si j'ai devant moi, donc si tu veux, par exemple sur la carte du 9 d'épée, je sais pas pourquoi c'est celle-là qui est devant moi. J'ai aussi l'as de denier, hein, mais bon. Tu vois, par exemple, tu as marqué en thème, tu vois, il y a les mauvais souvenirs, mais il y a aussi aime-toi toi-même. Tu vois, comme des petits mantras comme ça. Et en dessous, il y a la question, quoi. C'est ça que tu veux dire. Tu l'as travaillé comme ça en allant chercher dans ce que l'image peut-être sur quoi l'image t'envoyait. Et après, tu posais la question, c'est ça? Voilà, comment dire, j'aime bien voilà cette idée d'utiliser les expressions un peu populaires ou des images de films parfois. Hein. C'est-à-dire qu'en fait les cartes. L'as de denier, c'est pour une poignée. Il y a pour une poignée de dollars. Oui. J'avais j'ai du Ennio Morricone qui me passait dans la tête en écho. Mais effectivement, ouais, le fait est qu'en fait ces cartes-là, c'est pour ça que le tarot est un art fascinant. Hein, c'est qu'en fait le tarot est un langage comment dire, c'est un langage universel. Ce sont des briques archétypiques, qui en fait ouvrent sur tout le monde des arts, de la poésie, de la philosophie, de la culture. Moi, c'est vrai que je viens un peu comment dire, j'ai une sensibilité qui est très ésotérique. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi que finalement, ce que j'appelle l'ésotérie, hein, c'est aussi le langage symbolique des images, et cette beauté ésotérique, le pouvoir transformatif, est-ce que ça se dit ça? J'ai l'impression que c'est triple salto en français un peu. Hein. Comment dire, le pouvoir transformatif des images. Ou dans un bon livre, on le trouve chez Moebius, on trouve. J'ai regardé un film là récemment qui s'appelle Carol, hein, qui est un film magnifique, histoire d'amour vraiment terrible. Et en fait, ce film-là me poursuit. Le premier truc qui m'est venu en tête, hein, c'est de me dire voilà, si je devais comment dire, les deux personnages féminins, quelles sont les cartes de tarot qui les habitent, hein, voilà. Donc en fait. Le tarot est partout, il est, comment dire, il se démultiplie dans tous les objets culturels qui nous touchent. Et profiter un peu pour comment dire, faire des associations symboliques un peu parfois un peu prosaïques et un peu rigolotes. Ah bah écoute, super. Moi, on pourrait parler encore des heures, mais peut-être que je vais te libérer. Je pense que ça fait 1 heure déjà qu'on parle autour de ce sujet. Merci en tout cas, Laetitia, vraiment d'être venue nous partager ta pratique, qu'on sent très ancrée justement sur depuis longtemps. En fait, quelque chose qui est venu chez toi, que tu pratiques depuis longtemps et que tu peut-être tu me diras si je me trompe, tu as osé finalement partager quelque chose de très personnel dans ce jeu-là. Je pense, ouais. Mais en fait, c'est vraiment, je pense, et on finira là-dessus. Hein, je pense que comme toi et puis comme beaucoup d'autres comme professionnels du tarot, hein, il y a eu, on a eu, comment dire, on a tous eu une espèce de stupeur pendant Covid. Où en fait on s'est rendu compte, moi c'était intéressant, Covid c'était très intéressant parce que je travaillais déjà chez moi, je travaillais déjà toute seule, donc en fait j'ai pas eu de gros changements au niveau de mon emploi du temps. Je lisais les cartes professionnellement, j'enseignais également le tarot, et en fait comme tu l'as peut-être remarqué, en fait moi les gens venaient pas beaucoup pour avoir des lectures, mais plutôt pour apprendre. Oui. Apprendre le tarot, apprendre à s'en servir. Ils avaient besoin d'activer
cette partie-là. Et en fait, moi, je disais en blaguant, hein, et en fait, c'est comme si la moitié des gens en fait avaient découvert pendant le Covid qu'ils avaient une âme. En fait, ils n'avaient pas payé attention cette partie d'eux-mêmes pendant très longtemps, et qu'en fait là d'un coup, boum, scandale, ils ouvrent le tiroir et ils ont ce truc dont ils ont besoin de trouver avec lequel ils ont besoin de trouver un moyen de dialoguer, quoi. Et donc je pense en fait le tarot journaling, c'est une pratique qui est intime, qui est pas pareil. Voilà, hein, pour moi, comment dire, des artistes diaristes, il y en a beaucoup. Hein, je suis allée au musée l'autre jour, c'était il y a un an et demi. Je suis allée voir une exposition sur cet artiste euh, qui a vécu au Mexique, qui est espagnol, qui a vécu au Mexique, qui s'appelle Remedios Varo, qui est une artiste surréaliste qui faisait beaucoup de magie, beaucoup de peintures liées au tarot, qui a fait quelques cartes, hein, mais des cartes sur des lamelles d'ivoire, hein, ou d'os, donc pas des cartes faciles à lire. Et en fait, c'était intéressant de voir qu'elle avait cette pratique d'écriture automatique, cette pratique d'écriture symbolique aussi, hein, et puis de voir en fait c'est quelque chose qui a fait partie de la vie des gens pendant très longtemps. C'est pas une pratique, c'est pas une pratique noble, hein, comme le savoir tirer les cartes, mais c'est une pratique intime, et en fait c'est une pratique qui est très efficace. Donc faut vraiment, comment dire, ça fait partie, je pense, que des rituels de vie très simples que les gens peuvent s'offrir. Voilà. Oui. Merci pour ça, effectivement. Je te dis, ma pratique sur Telegram, à un moment donné, m'a vraiment ouvert, justement, m'a ouvert l'horizon, en fait, sur ce que je pouvais, sur ma pratique personnelle, effectivement, et c'est ce que je pouvais en faire. Et donc, ça, c'est chouette. On rappelle que donc, tu as un compte Instagram qui s'appelle Laetitia Cartomancie, et sur lequel tu as un canal, donc où tu partages tous les jours. Alors pour les anglophones, enfin ou pour les personnes qui savent lire l'anglais, c'est en anglais, et tu partages un arcane tu tires une carte tous les jours et tu proposes une question justement de réflexion autour de cette carte. C'est pas forcément d'ailleurs le tarot, il y a plein de... Moi je te suis sur ton canal, donc forcément... J'utilise tous les jeux. Voilà, qui te viennent. Tout le temps sous la main. Ça m'amuse. Il y a un truc un peu... C'est pour ça, hein, je pense aussi que c'est intéressant à faire. Après, c'est aussi une pratique créative. Tout à fait. Voir la question dans les cartes. Pour les gens comme toi, Fabienne, qui aiment créer des tirages et donc qui ont aussi une pratique créative autour du tarot, c'est assez délirant à faire, quoi. Donc profitez-en et éclatez-vous. Puis posez-vous des questions. Des questions et puis prenez le temps d'y répondre. Voilà. Oui, c'est tout à fait. Merci pour cette conclusion. Merci à toi, Laetitia. On mettra bien sûr en barre de description de cet épisode tous les liens, peut-être les références aussi auxquelles tu as fait. Voilà, j'ai perdu le mot. Référence dans cet épisode. De toute façon, voilà, je mettrai tout en barre de description. Et si on peut te retrouver sur tes réseaux préférés, je pense que du coup c'est Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux Instagram, après Patreon, qui est en anglophone, hein, mais c'est en anglais. Ouais. Oui, on ne sait jamais. Et puis on est un petit groupe, donc si vous êtes anglophone et que vous avez envie de me voir toutes les semaines animer soit des micro-conférences sur le tarot ou faire des exercices avec mes étudiants, voilà, j'aime bien le côté live à la bonne franquette un peu. Et puis je viens en France de temps en temps. Là, je viens au mois de septembre, octobre en général quand je viens en France. Je lis les cartes, donc toujours dans les endroits un peu insolites, au marché aux puces, chez mon pote David Spyros. Et donc voilà, donc je lis les cartes en ligne, et puis à Paris de temps en temps. Et puis si vous connaissez des lieux pour enseigner, pourquoi pas, hein. Moi je suis toujours partante pour enseigner en français, en anglais, partout. Voilà. Ça marche.
Je te remercie beaucoup, Laetitia. Je te souhaite une belle journée. Et bien à tous et à toutes, à vous aussi, une bonne pratique avec vos cartes. Je vous dis à très bientôt sur Le Magicien. On vous embrasse. Bye bye. Merci Fabienne. Merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.